Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et oui, le 2 juin, les premiers résultats de Parcoursup tombaient. La plateforme, vous savez, de distribution de places en fait dans l'enseignement supérieur, aux critères relativement opaques, on peut le dire, qui n'a pas fait que des heureux. Un élève sur 5 d'ailleurs aujourd'hui n'a toujours pas reçu son affectation et beaucoup se sont retrouvés contre toute attente, sans aucun vœu de leur demande. Alors afin de mieux comprendre ce nouveau système qui décide de la vie future de nos étudiants, nous sommes avec Sophie Audugé notamment. Bonjour Sophie Audugé. Bonjour Yakova, bonjour à tous. Vous êtes déléguée générale de SOS Éducation et vous avez tiré la sonnette d'alarme sur ce système Parcoursup et vous avez avec vous 2 témoins finalement, 2 pères d'enfants qui sont passés par Parcoursup et on va dire qui ont été mal servis par Parcoursup. On va en parler dans quelques instants et leur donner la parole. Nous sommes avec un premier témoin qui va rester anonyme. Bonjour monsieur. Bonjour. Et puis nous sommes avec monsieur Roger Vauby-Bertrand. Bonjour monsieur Vauby-Bertrand. Bonjour Clémence. Vous êtes le père d'Enguerrand et vous allez témoigner donc de ce qui est arrivé à Enguerrand dans quelques instants. Mais d'abord, je voudrais me tourner vers Sophie Audugé et qu'on fasse d'abord qu'on réexplique à tout le monde ce que c'est que Parcoursup. Depuis quand on est soumis au régime de Parcoursup et comment fonctionne Parcoursup? Alors, peut-être... Je crois qu'il faut commencer par rappeler qu'on ne peut pas parler de Parcoursup et des dysfonctionnements de Parcoursup sans parler du baccalauréat. Tout à fait. Alors, le baccalauréat ne valait déjà plus grand-chose avant la réforme de Jean-Michel Blanquer en 2017, mais il faut être clair, cette réforme de Jean-Michel Blanquer a fini de l'achever. Et puis, sont passés par là également les presque 100% de bacheliers des éditions Covid 2020 et des éditions Covid 2021 qui l'ont enterré tout simplement, puisque si avant la réforme, le bac valait pas grand-chose. Après la réforme, maintenant, et après ces 2 années où on a presque 100% de bacheliers qui ressortent avec le bac, de lycéens qui ressortent avec le bac, ce sont les notes qui ne valent plus rien. Oui. Alors, le système, concrètement aujourd'hui, il a plus de candidats, il a de plus en plus de candidats. Il a des candidats avec des notes en moyenne qui sont très élevé et il n'a pas plus de place à offrir. Donc, on a tout un ensemble de formations, que ce soit les formations d'excellence ou des formations plutôt prisées, qui croulent littéralement sous les demandes. Quand on parle de demandes très importantes, on parle de plusieurs dizaines de milliers de demandes à traiter. Donc, la quadrature du cercle que devait finalement résoudre le système, c'était plus de demandes, autant de places, une incapacité de l'éducation nationale aujourd'hui à certifier le niveau de ses élèves, et puis des injonctions par des nouveaux critères sociaux qui viennent rentrer dans le système. Bilan, on a peu d'élus, on a beaucoup de mécontents. Pour synthétiser, je pense qu'on pourrait dire qu'on est passé d'un système d'affectation sur le fondement d'un examen national qui était quand même, qui avait une forme de légitimité, puisqu'on passait tous le même examen, à un système de très forte sélection, qui est très opaque, qui est souvent injuste et qui est clairement discriminant, comme on va le voir avec les témoignages. Oui. Donc on est sur un système dont on peut dire qu'il ne se fonde pas sur le mérite. Et ça, c'est un énorme problème. Et puis, pour aborder le fonctionnement de Parcoursup, il faut avoir en tête quand même quelques chiffres. C'est-à-dire qu'il y a 21 000 formations proposées en cette année, donc c'est quand même des chiffres qui sont très importants. Vous avez 936 000 candidats, dont 622 000 sont des lycéens, c'est-à-dire des étudiants de terminale qui passent le bac au moment où nous nous parlons. Vous avez quand même 186 000 étudiants qui sont pas satisfaits de leur première année ou qui ont fait autre chose cette année et qui re-rentrent dans le système Parcoursup pour engager du supérieur, ce qui fait près de 12 millions de vœux quand même à gérer, vœux ou sous-vœux. C'est donc un algorithme qui fait le travail, évidemment, et cet algorithme, c'est Parcoursup, le célèbre et tristement célèbre Parcoursup. Alors Parcoursup, concrètement, c'est quoi? C'est 2 fonctionnalités. Une première fonctionnalité qui est ce qu'on appelle une plateforme, qui fonctionne comme un moteur de recherche avec des mots-clés, où le candidat va mettre des mots-clés pour trouver des possibilités de formation accessibles pour lui. Et puis après, c'est l'algorithme qui est donc un principe mathématique, qui va mettre en concordance les souhaits du candidat avec les offres de formation. Mais effectivement, ce que vous disiez à tout à fait juste titre, Clémence, c'est que Parcoursup, l'algorithme Parcoursup, c'est en fait la partie émergée de l'iceberg. C'est l'algorithme visible.
puisque c'est un algorithme qui est publié, donc il y a une certaine transparence, même si on va être clair, il est incompréhensible pour des gens qui ne sont pas très à l'aise avec un code source. Voilà, exactement, ce qui est publié, c'est le code source. C'est le code source. Il faut savoir comprendre un code source. Voilà, donc on voit comme les parents sont aujourd'hui débordés pour déjà tout le reste. Oui, voilà, puis bon, qui peut véritablement comprendre un code source. Mais surtout, la partie immergée est beaucoup plus importante, c'est-à-dire qu'il y a un algorithme local, c'est-à-dire le système algorithmique de sélection qui est propre à chaque formation, lequel, lui, n'est pas public. Évidemment. Et puis, après l'algorithme local de chaque formation, la formation qui va recevoir ses futurs bacheliers va organiser une commission des vœux dans l'établissement. Alors, la commission des vœux ne va pas étudier tous les candidats qui ont été acceptés d'office parce qu'ils avaient les résultats de notes escomptés. Elle ne va pas étudier non plus tous les candidats qui ont été recalés dès le départ. Donc, elle avait étudier un nombre infime de dossiers, c'est-à-dire que la part qui est traitée par l'humain, où on va pouvoir prendre le temps de regarder le dossier de l'élève, lire les lettres de motivation, étudier le dossier de candidature, c'est effectivement très 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 peu d'élèves dont les dossiers vont réellement être étudiés. Donc, comment ça se passe concrètement ? Le candidat rentre ses vœux, le lycée d'origine dans lequel il passe le bac, remplit la fiche qui s'appelle la fiche Avenir, donc une fiche Avenir par vœu, qui va aller agrémenter en fait l'algorithme de l'établissement dans lequel il est en train de présenter sa candidature. L'établissement, lui, va appliquer ses propres critères, on verra qu'il y en a énormément, et puis les dossiers qui posent question, donc comme on vient de le voir, sont vus, et les autres ne sont pas vus, et après, c'est Parcoursup qui va gérer d'abord un contrôle sur les quotas qu'on va appeler les quotas là nationaux. Donc, on va retrouver nos fameux quotas de boursiers, les quotas d'élèves qui viennent de la hors zone géographique de l'établissement. Et puis, il va effectivement ensuite gérer tout le système de libération, évidemment, des places qui sont prises, qui s'ouvrent, etc. Après, je ne sais pas si vous voulez qu'on vienne tout de suite dans les critères que peuvent maintenir les élèves ou dans les établissements. On va les voir aussi au fur et à mesure de cette discussion. Donc, c'est intéressant. En tout cas, on comprend dès maintenant qu'en fait, il n'y a pas un seul algorithme, mais deux. Enfin, un système d'algorithmes, mais deux systèmes. Il y a celui d'abord de l'école d'accueil, donc celle que l'on demande de l'enseignement supérieur, et celui de l'algorithme de Parcoursup. Donc, il faut quand même réussir à passer entre être accepté par ces deux algorithmes, ce qui n'est pas évident en soi. On va comprendre pourquoi après, puisque parfois, pour une option ou une option cochée ou une option non cochée, on peut être complètement radicalement éliminé d'une demande. Donc ça, c'est important à souligner. Puis, je voudrais revenir sur... avant qu'on donne la parole à nos deux témoins, je voudrais revenir aussi sur ce que vous expliquiez au départ, et je pense qu'il est aussi très important sur le fait que finalement, d'une certaine façon, Parcoursup relègue au deuxième rang le baccalauréat. Oui, parce qu'en fait, il faut expliquer à nos éditeurs que Parcoursup, les résultats qui sont... Enfin, le dossier est rempli avant même la fin du baccalauréat. Absolument. Donc, le baccalauréat ne sert plus à grand-chose pour Parcoursup, donc pour l'enseignement supérieur. Voilà pourquoi le baccalauréat... Là, on a vu des témoignages, j'ai lu notamment un article du Monde, avec un certain Gabin qui dit finalement l'enjeu ce n'est pas le bac en lui-même, c'est d'avoir un dossier béton, je le cite, ce Gabin, pour réussir dans le supérieur. Voilà, donc qu'aujourd'hui, le 2 juin, résultat des premières tombées de Parcoursup, le bac de philosophie n'avait pas encore été passé. Donc finalement, on savait déjà si on était dans le supérieur avant même de passer le baccalauréat. C'est tout à fait vrai. Et les conséquences sont dramatiques, puisque vous savez aussi que vous n'êtes pas pris. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore passé votre bac, vous êtes en train de réviser et vous apprenez potentiellement que 9 de vos 10 vœux, ce qui est le cas d'un monsieur qui va témoigner pour son fils, ne sont pas pris alors que vous avez un dossier excellent. Donc il faut quand même avoir une certaine capacité de motivation pour travailler son bac, préparer son bac en se disant que tous ces vœux qu'on a demandés, il n'y en a aucun qui a été pris. D'accord, alors on va faire le tour justement de ces témoignages, de ce qui peut arriver quand on postule, quand on formule des vœux sur Parcoursup, et pourtant avec des dossiers qui peuvent être très bons, et pourquoi d'un seul coup un enfant ou un autre, un élève ou un autre est refusé. C'est bien la question de cette table ronde. Je vais me tourner d'abord vers notre premier témoin qui reste anonyme. Bonjour monsieur, rebonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez donc nous donner un petit peu, nous expliquer ce qui s'est passé pour votre fils? Alors mon fils, effectivement, c'est de base, c'est un assez bon élève, il travaille toutes ses matières, toujours autour de 15 de moyenne générale. Bon, il était dans une classe d'élite et je pense que ça n'a pas servi dans un des meilleurs lycées de l'académie. Et tout simplement, il a toujours rêvé d'être ingénieur, sauf qu'il y a quelques semaines, là, ses espoirs ont été complètement douchés. Il n'y a aucune place, même pas sur liste d'attente. Donc sur 49 vœux et sous-vœux,
dont quasiment tous des écoles d'ingénieurs, parce que c'est ce qui sautait. Je crois qu'il a eu 44 refus, 2 oui, une pour une licence et un pour une IUT, et une liste d'attente pour l'IUT. Alors que c'était effectivement, on s'était méfié, hein, mais c'était clairement des plans B, voire C, voire D. Parce qu'on estimait que par rapport à son dossier, il avait toutes ses chances pour pouvoir rentrer au moins dans les moins bonnes classées des écoles d'ingénieurs post-bac. Et donc vous dites bien que votre fils avait les notes nécessaires, a priori de très bonnes notes, pour intégrer des écoles supérieures et de formation d'ingénieurs. Oui, mais alors je pense que d'une manière générale, je pense qu'en fait on ment aux parents et aux enfants sur le niveau scolaire réel. Ce que je fais juste un constat très simple, et je voudrais revenir sur le témoignage, mais un constat simple, c'est qu'il y a 25 ans, avec 13-14 de moyenne, on pouvait rejoindre de bonnes écoles d'ingénieurs post-bac. Maintenant, avec 15, voire plus, c'est pas sûr de rentrer. Même pour les écoles en queue de classement. Oui. Pourtant, il y a de plus en plus d'écoles d'ingénieurs, donc il y a plus de places ouvertes. La démographie, elle n'a pas tellement bougé en 25 ans. Donc clairement, c'est le niveau scolaire qui a chuté. Donc quand on dit oui, votre enfant est un bon élève, il a 15, 16, etc., en fait, c'est peut-être un 11 ou un 12 il y a 25 ans. Alors, vous pensez que c'est un problème de notation, en fait, de surnotation, ou un problème de l'algorithme? Il est 8 heures, on va rester... C'est un double problème. Oui. C'est un problème parce que ça crée des attentes, en fait. Ça crée des attentes, et c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'élèves et de parents, du coup, qui se disent qu'ils vont pouvoir obtenir le vœu qu'ils souhaitent. Sauf qu'en fait, on n'est plus dans la même, on n'est plus avec les mêmes référentiels. Donc derrière, on rajoute en plus des critères de sélection complètement opaques. On comprend pas vraiment comment optimiser même le parcours de son enfant. Non, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Là, je vois bien qu'en tout cas pour notre fils, on pense, mais on n'est pas sûr. Mais on pense qu'en fait, ce qu'il a planté, c'est, alors qu'il avait des très très bonnes appréciations scolaires, etc., un bon dossier, on pense ce qu'il a planté, c'est le rang dans la classe. Donc il se trouve qu'il est dans une classe élite, donc il est entre 22e et 28e sur 35, sachant que certains de ses amis qui ont 16 et demi sont déjà 18e dans la classe. Donc non, c'est un vrai problème. C'est un vrai ce qu'il problème voudrait dire, mais on va s'arrêter là parce que c'est l'heure du Flash Info et ensuite, évidemment, on reprend cette discussion et donne aussi la parole à Roger Vauby-Bertrand, évidemment, à Sophie Auduger. Ce qu'il voudrait dire, d'après ce que vous dites, que finalement, vaut mieux être peut-être dans une moins bonne école, dans une moins bonne classe et avoir de meilleures notes pour avoir un meilleur rang. Peut-être que finalement, pour l'algorithme, ce serait meilleur, même si finalement, le vrai niveau de l'élève, lui, est peut-être meilleur dans cette classe-là. C'est ça qui est dramatique. Hein. Voilà, on pose toutes ces questions, on revient avec vous tous, on fait un point sur les informations, il est 8h02 avec Emmanuel Noël. Ligne droite, le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. La table ronde. Comment fonctionne cet algorithme de Parcoursup qui décide finalement de l'avenir de nos futurs étudiants? Nous en parlons avec Sophie Auduger, déléguée générale de SOS Éducation, et puis avec nous 2 témoins. Un premier témoin qui vient de parler, qui souhaite rester anonyme, et qui parlait au nom de son fils, qui avait des bonnes notes et qui pourtant aujourd'hui se retrouve sans aucun vœu ou quasiment sur les 49 vœux et sous-vœux effectués. Et puis nous donnons maintenant la parole à Roger Vauby-Bertrand. Vous êtes le père d'Enguerrand. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire d'Enguerrand? Oui, alors bonjour à tous. Donc moi, mon fils, il a toujours voulu réussir sa scolarité. Donc il est rentré de son propre chef il a tout mis en œuvre pour rentrer au lycée militaire de Saint-Cyr-l'École, qui était un lycée de prestige. Oui. Il a été internat il a voulu être interne dès l'âge de 15 ans. Il sort avec un dossier où c'est marqué un dossier remarquable dont l'excellence des résultats et des compétences dans toutes les matières, puisqu'il est soit premier, soit deuxième dans toutes les matières. Il finit l'année en maths expert à 19,03. La plus mauvaise moyenne, c'est en mathématiques spécialisées, où il est à 17,51, il est 5e. Ah oui. Donc, il avait comme ambition de faire centrale. Ouais. Il avait comme ambition de faire centrale Polytechnique ou les grandes mines. On s'est renseigné, on a assisté à des conférences et ce genre de choses. On nous a dit qu'il y avait que les lycées parisiens où il y avait une chance d'intégrer les grandes écoles. Donc, nous avons demandé les lycées parisiens, que sont
Louis le Grand, le lycée Lacanal, Marcelin Berthelot, Saint-Louis, etc. Les dossiers n'ont même pas été étudiés puisque moi, comme résultat sur Parcoursup, votre dossier n'a pas été retenu pour l'internat. Donc à partir du moment où je suis pas boursier, mon dossier n'est pas retenu pour l'internat, donc le dossier n'est même pas étudié. Comment c'est possible de casser un enfant qui donc il est premier de sa classe chaque trimestre et premier de sa classe sur les 3 ans avec une distinction particulière qui est un col d'odeur qui est remis au lycée de Saint-Cyr. Et en fait, on se retrouve dans l'impasse. On avait demandé l'internat puisque dans les lycées parisiens, on sait très bien que les problèmes de transport et de logement sont relativement chers. Il faut travailler en prépa, donc on peut pas se permettre de prendre un logement à 1 heure de transport. Donc sur ce, moi j'ai contacté plus de 300 personnes où j'ai envoyé des mails, des SMS, des courriers, voire des recommandés à tous les ministères concernés. J'ai très peu de réponses. Le peu de réponses que j'ai, c'est la machine, on ne peut rien faire. Donc j'ai un lycée où il serait pris au niveau scolaire, mais compte tenu de son classement en internat, il n'est pas pris. Ça, dans toutes les conférences que j'ai fait et les renseignements et les grands salons, personne nous a jamais dit en fait que si vous étiez pas pris à l'internat, votre dossier n'est pas étudié. Et on n'a pas eu connaissance de ça. Et donc mon fils, il est un peu abattu, il ne comprend pas ce qui se passe. Donc nous sommes pris dans une école d'ingénieurs, mais c'est loin de ses ambitions et de ce qu'il voulait faire. Et j'ai transmis à Madame Audugé les différents documents et les papiers. Et en fait, le peu de personnes que j'ai eues me répondent de toute façon, le dossier, moi j'en ai 4000, je peux pas les lire. C'est la machine qui fait tout. Moi, je comprends pas qu'il y ait pas quelqu'un qui puisse prendre le dossier, qui regarde les appréciations, les notes et le comportement. Il n'y a jamais eu un retard, jamais eu une punition, alors que le lycée de Saint-Cyr est quelque chose de sévère. Et donc, on est un peu estomaqué. Et puis bon, on est dans un pays où tout le monde se fout de tout, quoi. C'est-à-dire que vous avez beau alerter différentes personnes, il n'y a pas quelqu'un qui prend. Alors moi, j'avais réussi à avoir mon député qui avait l'air consciencieux. J'ai pas de chance, il a été battu au premier tour. Donc depuis, on essaye de sonner à toutes les portes, mais c'est compliqué. D'accord. Écoutez, nous, en tout cas, nous entendons votre appel et c'est vrai qu'il y a de quoi être estomaqué. Vous disiez tout à l'heure, choqué, franchement, parce que vous nous racontez. En gros, là, on a vraiment l'histoire, Sophie Audugé, d'un élève excellent. On peut vraiment pas utiliser d'autres termes. On parle là du lycée Saint-Cyr, le meilleur de sa classe, avec des notes de 19 sur 20 dans sa spécialité. Donc, comment cet élève-là, aujourd'hui, peut se retrouver sans ses vœux, mais si lui n'a pas ses vœux, qui peut les avoir? Je ne comprends pas. Enfin là, deuxième question dans une, puisqu'il faut qu'on avance vite sur ce sujet qui est quand même très très riche. La réponse, en effet, sur ces algorithmes, ce n'est pas moi, c'est la machine. Ça commence à bien faire aussi cette prétendue neutralité de la machine. Derrière la machine, évidemment, il y a des critères qui ont été imposés par l'homme. Donc qu'on soit clair là-dessus, Sophie Audugé. Alors déjà, le cas que vient d'expliquer M. Vauby est effectivement dramatique. D'abord parce que la France se prive d'une, évidemment, future élite française. Ce qui est aberrant quand on connaît la situation de la France, de l'économie française, de nos désindustrialisations dramatiques et des enjeux climatiques. On devrait pouvoir dire, écoutez, tous les enfants et tous les élèves qui sont méritants et qui sont à un niveau d'excellence académique, on leur trouve une place dans les meilleures écoles parce que ce sont eux l'avenir du pays. Donc ça, déjà, de ce point de vue-là, c'est dramatique. Après, effectivement, l'excuse d'un système qui ne fonctionne pas, je dirais que quand on a à peu près un cerveau, quand le système ne fonctionne pas, on intervient sur le système. A priori, là, c'est pas possible. Le papa a effectivement réagi très vite, c'est-à-dire qu'il a informé toutes les écoles, tous les systèmes possibles. Il a écrit au président de la République, à Brigitte Macron, au ministre de l'Éducation nationale, au ministre de l'Enseignement supérieur. Il n'y en a pas un qui est capable de prendre son téléphone en disant, mais écoutez, je suis en train de comprendre qu'en fait, un jeune qui fait un dossier, qui est excellent, qui est premier partout, qui a des félicitations partout, dont le commentaire... Il n'y a pas une note, pardon, je me retourne vers vous, monsieur Vauby-Bertrand, il n'y a pas une note qui pêchait. Tout le dossier est excellent. Non. Aucune. Moi, il a démarré russe, il n'en avait jamais fait. Il finit russe à 19,05 des moyennes générales. Donc, il est attentionné, il ne sort jamais, et il est concentré sur ses études. Et il dit toujours qu'il s'amusera plus tard quand il aura une situation. Il ne fait vraiment que travailler. Il y a vraiment de quoi désespérer, en effet. Là, et en fait, demain, il y a le grand oral, par exemple. Il n'a pas été démoralisé le fait de ne pas être pris.
Et il continue à se battre et il me dit qu'il a très bien réussi la philo, il est en train de préparer le grand oral, il a ses fiches, en fait il a fait abstraction de tout le reste et il est vraiment hyper motivé, donc combattant. C'est assez incompréhensible. Ce qui est incompréhensible, c'est qu'on est des informaticiens, des ingénieurs qui n'aient pas pensé une seconde quand vous remplissez dans le dossier de Parcoursup, alors que ça se fait dans n'importe quel algorithme de commerce où on essaie de vendre des trucs, qui n'est pas un ingénieur qui ait pensé à dire quand les parents ou l'enfant remplit internat, est-ce que si vous n'avez pas d'internat, votre dossier vaut toujours ? Mais ça paraît aberrant. Donc là, en fait, cet enfant qui a un dossier exceptionnel, et puis il faut préciser que... vous pensez que c'est vraiment l'internat qui pêche là, ou écoutez, ça peut être autre chose on peut légitimement penser que dans 99% de la situation de cet enfant, l'internat a pêché. Après, il y a d'autres questions, parce que je voudrais vous faire écouter quand même un extrait. C'est sur RMC. Là, cette fois-ci, c'est une jeune fille, Lison, qui a passé d'ailleurs un bac avec mention, et qui est partie dans une prépa privée, elle, pendant une année. Et elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi elle n'avait aucun vœu obtenu de tous les vœux qu'elle avait formulés. Elle voulait faire médecine. Et c'est RMC, avec sa formule RMC s'engage pour vous, qui a trouvé l'explication. Écoutez l'extrait d'RMC sur le 20 juin dernier. On a contacté toutes les facultés de médecine où elle a postulé et toutes nous ont fait la même réponse. En fait, Lison a été défavorisée parce qu'elle a fait une prépa médecine. Vincent de Ramcourt est vice-doyen de la faculté de Lille et il favorise les élèves qui viennent juste d'avoir le bac. Le fait d'avoir fait une prépa la dessert, c'est évident, donne clairement la priorité aux néo-bacheliers. On avertit les lycéens qu'il n'est absolument pas justifié, voire même délétère, de faire une année blanche de type prépa avant de s'inscrire en passe. C'est des pompes à fric, pour parler vulgairement, c'est des choses qui coûtent quand même 5 à 6 000 euros par an. Les années de médecine sont déjà suffisamment longues pour que les étudiants rajoutent une année de prépa totalement inutile et d'ailleurs inégalitaire vis-à-vis des autres candidats. Il n'y a aucune raison que les néo-bacheliers de l'année perdent des places d'accès en passe sous prétexte que d'autres ont choisi de faire une année blanche. Voilà, on voit quand même le petit discours. Là, c'est une prépa privée avec des néo-bacheliers, c'est encore une autre question, mais on voit quand même le discours qui pourrait aussi être entendu pour des lycées privés ou pourquoi pas pour un lycée militaire. De dire, ça correspond pas tout à fait à notre état d'esprit, on est dans le public, là pour le privé, on donne énormément d'argent, c'est une pompe à fric, comme dit ce monsieur qui, rappelons-le, comme on l'a entendu dans cet extrait, au départ, personne ne répondait. Pareil, ils ont contacté les ministres, etc. Personne ne répondait sur l'explication de ces résultats. Alors comment, est-ce que ça joue aussi, vous croyez, peut-être le fait qu'ils viennent d'un lycée militaire ? Là, dans le cas, je pense que ce qui est important, c'est de dire aux auditeurs les critères qui sont régulièrement utilisés dans les algorithmes des établissements, ce qu'on appelle l'algorithme local. D'accord ? Donc le premier, c'est évidemment les notes. Mais ce sont les notes par matière. Mais il n'y a pas que les notes par matière, c'est ce qu'expliquait le premier intervenant. C'est-à-dire qu'il y a également le rang dans la classe. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une formation qui va décider de donner la priorité à la matière mathématique, mais qui va également ajouter qu'elle veut avoir que les 3 premiers de la classe. Donc si votre enfant est dans une classe élite, qu'il a un très bon niveau en mathématiques et qu'il aurait été par exemple dans les 3 premiers dans un lycée moins bon, s'il est 5e, 6e, 10e dans une classe d'élite, clairement il n'aura pas la place. Là on rejoint le cas du premier témoin que nous avons attendu avant 8 heures. Voilà, donc ça c'est la matière. Vous avez également la même chose sur les épreuves de spécialité. Certains établissements du supérieur vont mettre une priorité sur certaines épreuves de spécialité, sans que ni l'élève, ni les parents, ni parfois même les professeurs ne soient au courant. Et de la même manière, ils peuvent mettre des critères sur une note minimum, donc ils prennent que ceux qui ont au-dessus de telle note, mais également sur le rang. On va prendre que ceux qui ont au-dessus de telle note, qui sont dans les 3 premiers, par exemple. Donc la question du rang peut jouer. Il s'avère que pour Monsieur Vauby, son fils, sur les mathématiques complémentaires, si je ne dis pas de bêtises, est 5e en rang, avec une excellente moyenne. Il est 5e en rang. Il suffit que dans un certain nombre de prépas, ils aient décidé de prendre que les 3 premiers de cette matière-là, et hop, son dossier ne remonte pas. Donc il y a aussi cet élément-là. Là, on est sur des éléments très factuels, très objectifs, c'est des notes, même si on sait que vu que les notes ne valent rien,
Et ben, finalement, ces critères qui normalement devraient être objectifs ne le sont plus du tout. Après, effectivement, on a le cas de néo-bacheliers, ce qui est le cas que vous évoquiez à l'instant sur RMC. Alors, ça, c'est connu, on le sait, c'est-à-dire qu'on a des élèves qui vont vouloir, par exemple, faire une fac de droit, qui vont partir 1 an faire à l'étranger dans un cabinet d'avocats pour s'assurer que ça leur plaît. Ils reviennent, alors qu'ils avaient tous leurs vœux l'année d'avant, ils font une demande l'année suivante, et ils n'ont aucun vœu, parce qu'en fait, on donne une priorité aux néo-bacheliers. On a également l'année de naissance, c'est-à-dire dans certaines prépas, si vous avez 1 an ou 2 ans d'avance, vous êtes très avantagé par rapport à un élève qui a l'âge de sa classe, en fait, de son niveau de classe. Et vous avez également le niveau du taux de mention très bien au bac obtenu par l'établissement l'année dernière, qui peut également être un critère que les parents, pareil, ne connaissent pas, mais que l'algorithme de l'établissement va intégrer. Vous pouvez avoir également les différences entre les notes en contrôle continu et les notes au bac. Donc, tous ces critères sont des critères dont on sait qu'ils existent, dont à chaque établissement va pouvoir faire... C'est un enfer. Alors là, tous les étudiants en mathématiques s'amusent, parce que là, au niveau des statistiques et des probabilités, il y a quand même un travail amusant à faire. Et puis, vous avez là ces critères-là. Puis, vous avez aussi des critères qu'on suspecte un peu, qui sont moins visibles, qui sont effectivement de désavantager des élèves qui viendraient de certains établissements privés, de désavantager le privé. Il est assez connu que très peu d'élèves, par exemple, issus d'un lycée privé qui est le premier de France, à savoir Stanislas, il y a très très peu d'élèves qui réussissent, par exemple, à rentrer à Sciences Po. Donc ça, c'est de notoriété publique. Tout ça est évidemment non connu, bien sûr, et fait qu'on est dans un système qui est devenu, du point de vue des parents comme des élèves, d'abord une usine à gaz, évidemment, une énorme usine à stress, et puis, il faut le dire, une usine d'abattage des futurs bacheliers. Et c'est absolument scandaleux. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est obligé d'en passer par les médias. Donc, merci Clémence de nous recevoir. Parce que, comme l'a dit M. Vauby, personne n'est capable d'arrêter le système aujourd'hui pour dire attention, peut-être qu'effectivement, pour Enguerrand, en l'occurrence, c'est principalement le fait qu'il ait demandé l'internat qui a disqualifié son dossier. Non mais pardon, je suis désolée, je vous coupe, mais moi je trouve ça fou qu'aujourd'hui on en soit à dire c'est parce qu'il a mis option internat, donc il n'a aucun de ses combien de vœux 49 alors là, Enguerrand a 9, je crois que c'est sur les 9 des 10 vœux, monsieur Vauby. Les vœux principaux. Oui. Non mais bon voilà, on arrive quand même à des situations. J'aimerais vous faire écouter et puis ensuite on redonne la parole à tout le monde, on refait un tour de table. Encore un autre extrait, cette fois-ci c'était sur BFM TV. C'est un migrant congolais qui est arrivé il y a 3 ans en France. Et lui pour le coup, ses 25 vœux ont été acceptés par Parcoursup. Écoutez, c'est Jonathan Kiganga qui est interrogé par les journalistes de BFM TV. Ils m'ont aidé à me donner des cours pendant l'été 2019. Et après, c'est grâce à eux que j'ai pu intégrer le lycée et la seconde. Parce qu'avant, vous n'étiez pas allé à l'école ou peu? Peu, mais surtout le niveau collège, j'ai pas fait. Ouais. Bon, donc là, à partir de là, vous vous mettez à bosser, vous dites bon, voilà, c'est l'heure, et donc toutes les portes s'ouvrent, quoi. Vous faites des étincelles. Ah, oui, c'est ça. Ouais. Et donc, vous avez rempli, comme tous les élèves de terminale, vos vœux sur la plateforme Parcoursup. La semaine dernière, vous avez attendu fébrilement les résultats, comme tous les élèves de terminale. Et là, vous avez coché toutes les cases. Les 25 écoles vous ont accepté. Voilà, alors, ce jeune Jonathan Kiganga a peut-être des très bons résultats au lycée. Sauf qu'on se dit qu'a priori, il est arrivé il y a 3 ans en France. Est-ce qu'il est aussi excellent qu'Enguerrand, que l'autre qui témoigne? En tout cas, ils ont peut-être au moins le même niveau. On a du mal à comprendre comment celui-ci peut voir ses 25 vœux acceptés et les autres pas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des critères sociaux, boursiers, aide à la diversité, non? Bien sûr que si, mais ça on le sait. C'est-à-dire que les établissements scolaires dans leur algorithme, du supérieur, dans leur algorithme local, peuvent effectivement intégrer des critères sociaux, ce qui s'appelle le contexte social ou le contexte familial. Donc ils peuvent intégrer ce type de critères. Mais là, ça a dû jouer pour ce. Oui, et de toute façon, Parcoursup, qui est en fait on va dire le niveau au-dessus, de toute manière va vérifier à la fin, en fait, sur les présélections la présélection qu'aura fait l'établissement, que les critères de quota de boursiers, de quota de situation sociale particulière sont respectés. Et si ce n'est pas le cas, il va faire remonter des élèves qui n'ont
pas le même niveau, même dans une même classe. C'est-à-dire que pour Enguerrand, il peut voir un camarade de classe qui va par exemple avoir 13 de moyenne quand lui a 17,50 ou 17,80, au motif qu'il est boursier, avoir une place dans les écoles qu'il rêve d'avoir. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, c'est un déni de réalité du niveau, un problème de méritocratie, parce que quelque part, Enguerrand, comme le disait son papa, depuis toujours, il s'est acharné à travailler scolairement. Il a cru en fait à la promesse républicaine qui est de dire qu'à partir du moment où vous travaillez, vous obtenez les meilleurs résultats, vous êtes premier de la classe, vous êtes exemplaire, eh bien vous allez réussir. Et cette promesse républicaine, aujourd'hui, il se rend compte que son pays lui a menti. Et ça crée en plus évidemment de la rancœur. Et c'est très dangereux même pour créer une génération commune de jeunes qui vont vivre ensemble et faire l'avenir dans notre pays. On ne peut pas discriminer un jeune au motif qu'il aurait beaucoup travaillé, mais que ses parents ne seraient pas dans une situation qui fait qu'il n'est pas boursier. Oui, mais c'est totalement injuste, c'est sûr. À force de mettre tous ces quotas de discrimination positive, on discrimine ceux qui ont tout simplement des bons résultats. Et ça conduit aussi, Clémence, à revenir sur un a priori quand même certaines personnes avaient de dire c'est quand même bien de réformer le bac, c'est qu'on se dit finalement aujourd'hui, quelques années plus tard, c'était bien mieux avant parce qu'au moins le bac à la fin, on avait tous passé le même et les notes qu'on avait au bac, c'était... Plus ou moins. Enfin, c'était le même mais pas noté forcément de la même façon en fonction des... Oui, alors après, ça dépend des années. Voilà. Non, alors je voudrais redonner la parole à chacun de vous et puis préciser, j'ai eu un sujet qui fait beaucoup réagir nos auditeurs, mais l'un de nous dit moi aussi j'ai une fille qui est excellente et qui elle n'a pas demandé l'internat et elle a eu toutes ses places en prépa. Alors est-ce que c'est possible d'enlever l'option internat après coup? Est-ce qu'on peut rétrograder sur ces options? Je sais pas, Monsieur Non, c'est impossible. Ouais. C'est impossible. Le peu de personnes que j'ai eues m'ont dit c'est la machine. J'ai une réponse du CAIO de Versailles, donc qui est pour faire des recours. Ouais, c'est pour faire les recours sur Parcoursup. On me répond que c'est pas possible. La seule solution, ça sera de refaire un dossier l'an prochain, sans certitude qu'il n'y aura pas un bloquant pour l'année prochaine. Donc là, c'est encore plus démoralisant que le reste. Quoi. C'est... Alors moi, qui ne sera pas néo-bachelier. Pour compléter ce que dit Madame Audugé, voilà. Et pour compléter ce que dit Madame Audugé, moi j'ai aucun problème avec les boursiers, ce genre de choses. Je suis plutôt favorable à ce qu'un enfant méritant, qui n'ait pas les moyens, sa scolarité lui soit payée, etc. C'est-à-dire qu'en fait, moi je suis pour la méritocratie, c'est-à-dire qu'on prend les meilleurs et après en fonction des revenus de la famille, on aide ou on n'aide pas et on donne une aide. Mais là je comprends pas que quelqu'un qui soit boursier, comme disait Madame Audugé, qui ait 14 de moyenne, ait des points supplémentaires pour passer devant quelqu'un parce qu'il bénéficie du fait d'être boursier. C'est un peu ça qui est incompréhensible. C'est sûr, ça pose de vraies questions. Je vais donner une dernière fois la parole également à notre témoin numéro 1. Monsieur, vous nous parliez de votre fils qui souhaitait être ingénieur. Aujourd'hui, quasiment aucun vœu ne lui sont ouverts concernant cette demande. Vous avez entendu un peu tous les autres témoignages. Comment vous réagissez à tout cela ? C'est triste pour la France. Voilà, je pense que c'est vraiment triste. C'est ça, c'est la sensation qui domine. J'ai entendu parler d'autres élèves l'année dernière, des amis de mes enfants, qui pareil ont eu. Alors eux, ils avaient fait donc pour une prépa d'excellence, ils avaient choisi la prépa en faisant pas gaffe, pareil qu'effectivement c'était uniquement pour l'internat. Ils auraient été très facilement pris à l'externat, mais ils n'avaient pas coché la bonne case, donc c'est fini. Moi, de mon côté, mes enfants, on se pose vraiment la question de savoir de les mettre dans un établissement pourri pour qu'ils aient les meilleurs rangs possibles de classement dans la classe. Mais c'est vraiment n'importe quoi. Et puis, pour mon aîné, il va probablement partir à l'étranger faire ses études. C'est complètement crétin, quoi. À l'heure où on parle de la fuite des cerveaux, etc. Exactement. Je pense que c'est bon. Je suis pas sûr que ce soit les bons élèves qu'on sélectionne. C'est la question qu'on se pose aujourd'hui, quand on voit en tout cas ces deux témoignages très très forts, vous et puis monsieur Roger Vauby-Bertrand pour Enguerrand qui a des notes qui avoisinent le 19 à chaque fois et qui est refusé partout pour ce qu'il a demandé, alors qu'il a vraiment un niveau d'excellence au lycée Saint-Cyr, rappelons-le.
on se pose vraiment des questions. Qui est aujourd'hui privilégié et que fait-on de ces étudiants-là excellents qui aujourd'hui n'ont rien et qui vont être obligés soit de partir sur des voies qui ne sont absolument pas les leurs et qui risquent d'être en plus démoralisés, ou alors de quitter encore le pays, ce qui fait l'affût des cerveaux qu'on a évoqué tout à l'heure. Écoutez, je vous remercie tous pour ces témoignages très forts. Sophie Audiger, merci beaucoup à vous. Merci, et merci, parce que c'est vous, il faut le dire, qui nous avez réuni ces 2 témoins, parce qu'ils avaient pris contact avec vous, et notamment Roger Vauby-Bertrand, père d'Enguerrand, et puis ce premier monsieur qui témoigne de manière anonyme. Merci à vous, et je rappelle que vous êtes délégué général de SOS Éducation et qu'on peut retrouver tous vos combats, puisqu'il n'y a pas que celui-ci, pour l'éducation, pour la jeunesse, et Dieu sait qu'il y en a en ce moment. Sur votre site, vous pouvez peut-être rappeler les références de votre site et de comment vous retrouvez. Alors, soseducation.org. Voilà. D'accord. Et puis je crois qu'on va bientôt se retrouver pour un nouveau combat ensemble. Donc on se donne rendez-vous dans quelques semaines. On est de nouveau avec vous, Sophie Audiger. À bientôt. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.